pour cet avant-midi. Et comme nous avons justement un avant-midi très chargé, je vais tout de suite passer la parole à M. André Saint-Pierre, qui est directeur général de Innover, pour que M. Saint-Pierre puisse vous souhaiter bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est toujours André Saint-Pierre et j'occupe toujours le poste de directeur général chez Innover. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre premier événement virtuel Connexion en énergie réalisé en collaboration avec le RQEI. Pour Innover, il n'y avait aucun doute que de réaliser cet événement-là, cet atelier de travail avec un partenaire qui œuvre dans les mêmes secteurs d'activité que nous et qui travaille sur la synergie entre les chercheurs était une recette gagnante pour vous et pour notre économie. Les résultats le prouvent, plus de 150 inscriptions, 37 d'industriels, principalement composés de directeurs innovation, directeurs scientifiques, PDG, CEO, CTO, 45 de chercheurs, principalement, eux, composés de professeurs, évidemment, associés de recherche, chercheurs, directeurs de l'innovation et ingénieurs, ainsi que 18 d'organismes de soutien et de support. Afin d'ouvrir une porte à l'international, quelques participants venant de l'Espagne, de la Belgique et de la France ont été sélectionnés pour être avec nous ce matin. Cet engouement confirme avec éloquence d'un vrai besoin et d'un grand intérêt pour le R&D collaboratif dans nos filières. L'objectif, vous l'avez compris, sera entre autres d'identifier, de découvrir des partenaires potentiels afin de trouver des réponses par le biais de l'innovation et de devenir encore plus concurrentiel sur le marché. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour brièvement vous rappeler que Innover Innovation en énergie électrique vous offre tout l'accompagnement nécessaire pour le montage de vos projets collaboratifs, de la recherche de partenaires au financement, en passant par l'analyse technico-économique des demandes. Nos domaines d'intervention touchent l'industrie électrique, les réseaux intelligents et l'électrification des transports, tout en favorisant deux autres axes, l'économie circulaire et les notions d'impact sociétal. Innover en chiffres, c'est actuellement plus de 63 projets complétés en cours ou en démarrage. C'est également 55 millions en valeur totale de projets avec plus de 80 partenaires industriels et 15 partenaires de recherche. Nous disposons de plusieurs programmes de subvention en lien avec la recherche collaborative, l'impact GES et l'intelligence artificielle. Permettez-moi maintenant de partager avec vous les résultats de notre sondage pré-événement sur les motivations des participants à se joindre à nous ici aujourd'hui. Vous nous avez dit principalement, je souhaite découvrir des partenaires potentiels pour des projets futurs et obtenir des informations reliées à la veille stratégique et technologique dans le domaine de l'énergie électrique. Alors, vous serez bien servi. Aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de rencontrer des partenaires d'affaires et de recherche et d'établir des liens stratégiques. Vous allez avoir la chance de découvrir des histoires à succès associées à la R&D collaborative, de contribuer à des défis et d'écouter les chercheurs partager leurs projets pour le futur et la croissance de notre économie québécoise. Profitez-en, c'est une belle opportunité pour chacun de vous. Je laisse la parole maintenant à M. Loïc Boulon. Merci André. Bonjour à tous. Donc de mon côté, effectivement, mon nom est Loïc Boulon. Je suis directeur du réseau québécois sur l'énergie intelligente. Alors, le RQI est un réseau de chercheurs en sciences naturelles et génie autour de la grande thématique de la transition énergétique. Et finalement, une de nos missions premières, c'est la collaboration, c'est favoriser la collaboration, tant à l'interne, entre nos chercheurs de divers établissements, que ce soit des universités ou des collèges, mais aussi à l'externe, avec l'industrie et les différents milieux preneurs. Et finalement, ce qu'on a choisi ici, c'est pour développer ce volet collaboratif, c'est de le faire en équipe, avec Innover. Et pour nous, finalement, c'est une grande fierté de travailler avec Innover, qui est certainement un des acteurs les mieux implantés dans le paysage de la R&D en énergie au Québec. Alors, aujourd'hui, vous devriez avoir un bon aperçu des multiples facettes de la recherche et du développement, et vous allez voir qu'on va passer de la recherche très fondamentale jusqu'à l'ingénierie la plus appliquée. Et finalement, un mot-clé qui va être important et qui va être en toile de fond un peu de beaucoup de discussions, c'est la notion de transfert technologique, avec une idée importante derrière la recherche collaborative qui va être de dépasser le mandat du consultant pour finalement transmettre des savoirs de pointe, mais surtout les méthodologies scientifiques qui vont permettre d'atteindre ces objectifs.
Et donc, vous allez voir, pour ça, on s'appuie beaucoup sur nos collèges qui sont finalement un maillon essentiel de la chaîne de valeur pour finaliser ce transfert technologique vers l'industrie notamment. Alors également, cette idée de collaboration va amener une réciprocité, une bidirectionnalité. Ça ne va pas seulement être dans le sens des académiques vers les milieux preneurs, mais pour nous, en tant qu'académiques, qu'on parle d'université ou de collège, cette collaboration, c'est une clé importante parce que c'est une garantie de se frotter à des problèmes réels. Finalement, pour rien vous cacher, de manière un peu… pour rien vous cacher, à la fin de la journée, c'est quand même beaucoup plus gratifiant pour nous de constater qu'on a travaillé sur des choses qui vont avoir des retombées sociétales à court et moyen terme, plutôt que sur des problèmes très abstraits et très de laboratoire. Par la même occasion, le projet collaboratif va permettre de former du personnel hautement qualifié, et ça, je pense que c'est un point fondamental pour la société québécoise, dans le sens où ici aussi, on va avoir un spectre très large. On va passer du technicien jusqu'au postdoctorant qui va être hyper spécialisé dans un domaine très pointu. Mais finalement, cette formation par la recherche est importante parce qu'elle est beaucoup plus réactive que les formations normées traditionnelles, que ce soit des techniques, des baccalauréats par exemple. Dans le sens où la formation par la recherche va pouvoir s'adapter aux besoins des partenaires de manière très, très pointue et de manière très individualisée. Enfin, peut-être pour terminer, un dernier point. Je suppose que pour certains d'entre vous aujourd'hui, c'est une première dans le monde de la recherche collaborative. D'expérience, on sait que ça peut être un peu intimidant à première vue, qu'il y a finalement beaucoup d'acteurs et que le premier pas n'est pas si simple que ça. Mais justement, je voudrais que vous soyez persuadés, vous devriez l'être à la fin de la matinée, que c'est la voie la plus simple, la plus efficace et la plus rapide pour atteindre vos objectifs, dans le sens où finalement, dans quelques minutes, vous verrez quelques succès de la recherche collaborative et suite à ça, ça devrait bien vous montrer que c'était la voie la plus efficace et que, en tout cas, pour les différents acteurs de ces projets, c'était beaucoup plus efficace de passer par la collaboration plutôt que de développer chacune des expertises en interne. Et donc, la première marche peut être un peu haute, mais ça vaut définitivement le coup de la faire et je pense que vous allez en être persuadé dans quelques temps. Sur ce, Jean-Sébastien, je te rendrai la parole et je vais vous souhaiter une excellente matinée. Merci beaucoup, Loïc. Bonjour à tous et à toutes. On approche la centaine de participants. Vous allez voir au fil de l'avant-midi. Il y a des gens parfois qui vont se connecter, qui vont arriver plus pour notre deuxième section avec des chercheurs qui vont présenter. Donc, on devrait se tenir autour de 100 personnes pendant notre avant-midi, ce qui est quand même un beau succès. On n'attendait pas tant de personnes. Et je peux vous dire qu'on a travaillé fort dans les derniers jours et dernières heures pour bien préparer l'événement. Alors, petite note, vous voyez qu'on est en train d'enregistrer à tout le moins les séquences où il y aura des présentations pour être capable de rendre disponibles éventuellement des petites vidéos, des bouts de présentation. Quand il y aura des échanges en sous-groupe, ce ne sera pas enregistré, mais nos moments en commun seront enregistrés. Je vous partage mon écran quelques instants pour vous partager quelques éléments de contexte. Donc, Marie-Jules et moi, dans Mode Solutions, certains d'entre vous nous connaissez, ça fait plusieurs années qu'on roule notre bosse dans le collaboratif en innovation ouverte, en recherche collaborative, en recherche intersectorielle. On a développé une approche qu'on appelle la haute performance du travail collaboratif, qui vise à se concentrer sur les résultats. Donc, notre focus n'est pas seulement sur la rencontre, donc ce qu'on va faire ce matin, mais bien pourquoi on se rencontre aujourd'hui, puis quels résultats à court, moyen et long terme on veut générer. Dans le cas d'aujourd'hui, les résultats qu'on souhaite obtenir, c'est de susciter l'émergence ou la consolidation de projets collaboratifs qui vont avoir le potentiel d'obtenir du financement et, à terme, de donner des résultats positifs pour les acteurs du projet, mais pour la société aussi en général. Donc, vraiment, tout ce qu'on fait aujourd'hui vise à ce que, dans le temps, on voit des effets qui auront été rendus possibles, en partie, à tout le moins, grâce à la rencontre d'aujourd'hui. On est reconnu pour on se fait souvent dire qu'on a une précision chirurgicale dans ce qu'on obtient d'un groupe. Dans le cas d'une rencontre comme aujourd'hui, du maillage intersectoriel, du maillage collaboratif, c'est comme une des choses les plus difficiles en groupe, surtout à 100 personnes.
de travailler pour aller chercher des résultats extrêmement visibles. Vous allez voir, à la fin de la journée, les résultats qu'on va avoir vont être diffus. Il va en avoir tout plein, mais on va travailler dans les jours, les semaines, les mois qui suivent à venir consolider tout ça pour avoir des résultats visibles à terme dans quelques mois et années. Je vous partage le programme de notre avant-midi. Donc, on va avoir une première étape où on va présenter et vous allez voir, ça va aller vite. On a un programme très chargé, des présentations de 5 minutes. Avec le chrono, Marie-Jules va tenir le compte à rebours, donc on va tenir serrer nos présentateurs. On va vous partager trois succès en innovation collaborative pour montrer que ça se peut et que ça fonctionne et que ça donne des résultats. Et il y a 4 industriels qui vont venir nous présenter des défis qu'ils ont et des attentes aussi en matière d'expertise, de technologie pour être capable de relever les défis. Et on aura une pause ensuite, 9h45, pause qui va vous permettre aussi de faire votre choix d'atelier, donc de vous dire où est-ce qu'on va aller travailler pour nos discussions internes, nos discussions de maillage. Et il y aura possibilité, et je vous le dis tout de suite, pendant la pause, les gens parmi vous qui avaient des projets, vous dites, moi, c'est le fun, là, les 4 projets de défis industriels qui ont été présentés, mais j'ai une autre idée. Puis je voudrais voir s'il y a du monde ici qui veulent travailler avec moi. Bien, on va vous revenir avec les consignes précises. Vous allez pouvoir proposer un projet, une question et avoir une salle de discussion et de maillage à 9h55 en parallèle avec nos 4 industriels qui auront présenté des défis. Donc, il y aura de la place pour tout le monde aujourd'hui. Si vous avez envie de prendre votre place, de proposer une discussion, il y aura de la place. 10h30, on a 7 chercheurs qui vont vous présenter des projets porteurs, des infrastructures qu'ils ont pour accueillir des projets aussi, puis des technologies disponibles. Il y aura une pause encore, même chose que notre première pause. Vous pourrez, si vous avez des nouvelles idées, proposer d'autres discussions qui auront lieu ensuite à 11h15 en petits groupes où vous allez choisir où vous avez envie d'aller travailler et échanger pour des discussions de maillage et d'exploration. Ça nous amène à midi pour la fin de notre rencontre. On devrait avoir bien travaillé et il y aura un petit questionnaire d'évaluation, une manifestation d'intérêt suite à l'événement où vous pourrez venir nous dire, nous partager les belles rencontres que vous avez faites et donner du matériel pour que les équipes d'Innover du RQEI puissent faire des suivis après l'événement pour justement stimuler l'apparition de ces projets-là. Aujourd'hui, pour des meilleurs résultats, je vous invite à prendre des notes. Gardez-vous un papier, un crayon à côté de vous, une tablette. Notez les noms des gens qui vous intéressent, les projets pour être capable de faire des suivis après et de venir aussi nous les partager dans le petit questionnaire post-événement qu'on va vous inviter à remplir. Je laisse la parole à Marie-Jules pour quelques principes qui vont nous aider à comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, donc quelques principes pour encadrer notre travail aujourd'hui qui résument un peu ce que Jean-Sébastien vient de présenter. Vous avez compris qu'on travaille dans des temps très courts, 5 minutes par présentation, 1 demi-heure pour nos ateliers, donc ça va aller vite. Les temps longs dans la vie, c'est quand on développe un projet, quand on réalise le projet, quand on évalue la portée d'un projet. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans des temps courts parce que ce qu'on veut, c'est connecter vos idées, connecter vos expertises, que vous puissiez parler, entendre le plus de personnes possible pour créer des petites étincelles, faire germer des projets. La concentration, c'est quelque chose qui vient dans des temps longs, quand on a le temps de développer, quand on est devant notre ordinateur, qu'on n'est pas dérangé. Donc, aujourd'hui, on connecte vos idées. Le corollaire de tout ça, Jean-Sébastien l'a dit, on est en mode prototypage. Donc, on prototype des idées, on échange, on brainstorm, mais on n'est pas dans une dynamique de perfection. La perfection, c'est dans les temps longs, quand on est concentré, quand on réalise nos projets. Mais aujourd'hui, on prototype. Et tout ça nous amène à notre mot du jour, la sérendipité. Et c'est ce qu'on se souhaite aujourd'hui. C'est quoi la sérendipité? Vous en avez la définition ici. C'est la découverte heureuse d'une chose totalement inattendue et d'importance capitale, souvent alors qu'on cherchait autre chose. Aujourd'hui, on veut un événement sous le signe de la sérendipité. Donc, en connectant vos idées, vos expertises, vous ayez ces moments-là où vous dites « Wow,
enfin, j'ai trouvé quelque chose, je viens d'avoir une idée, j'ai rencontré quelqu'un qui fait des choses qui m'amènent ailleurs. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite tous de ces moments-là et que ce soit particulièrement agréable et que ça puisse nourrir vos projets et votre travail, votre expertise. Merci, Marie-Jules. Donc, pour commencer, et déjà faciliter les rencontres, stimuler les rencontres, je vais, excusez-moi, je suis un petit peu distrait, il y a plein de nouvelles personnes qui viennent d'arriver et je dois recréer des salles de sous-groupe. Ce qu'on vous propose comme brise-glace, c'est des conversations d'ascenseur. On le faisait jadis, à une autre époque, quand on pouvait réunir des gens dans une vraie salle ou en début d'événement, on créait des petits groupes informels de 3 personnes, on demandait aux gens de se lever pendant 4 minutes, comme si vous étiez dans un ascenseur, on se présente, bonjour, je suis un tel, puis on faisait connaissance pendant 4 minutes avant d'aller rejoindre un autre groupe. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire dans quelques instants, vous allez vous retrouver comme par magie dans un sous-groupe qui va avec 2 autres personnes, 2 ou 3. Il y a certaines équipes où vous pourrez être 4 personnes. Et puis, on va vous inviter à vous présenter et à dire, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Pourquoi avez-vous pris la décision de participer à notre événement aujourd'hui? Et puis, c'est ce qui va se passer donc pendant 4 minutes et ensuite, vous allez être ramené dans la salle principale et retourné dans un autre sous-groupe pour faire d'autres conversations comme ça. Donc, je recrée mes sous-groupes 34, vu qu'on est rendu à 105 personnes. J'ouvre les salles. Bonne conversation tout le monde. On se revoit après ces 2 ou 3 rondes de conversation d'ascenseur. Bonjour Marie-Jules. Bonjour. Rebonjour tout le monde. C'est la fin de ce brise-glace schizophrénique de rencontre rapide. Pendant qu'on s'en va à notre première séquence de présentation, je vous invite à utiliser la fenêtre de conversation, justement comme Jean-Philippe Monfait vient de le faire, pour nous partager en 1 ou 2 mots, qu'est-ce qui ressort de vos discussions? Déjà, si vous avez des moments de sérendipité, n'hésitez pas à nous les partager. En 1, 2, 3 mots, qu'est-ce qui se passe? Speed dating, belle formule, très stimulant. Bon, on est déjà bien parti. Fait qu'on va continuer avec notre première séquence de présentation où on va vous présenter en rafale, 5 minutes chacun, des succès en innovation collaborative. Marie-Jules, je te laisse donner quelques petites consignes de plus pendant que moi, je vais démarrer les présentations. C'est moi qui vais afficher les présentations. Donc, nos présentateurs, dites-moi prochaine prochaine, puis je vais comprendre, je vais passer à la prochaine diapo. Puis Marie-Jules, elle va tenir le temps. Marie? Oui. Donc, là, comme j'ai pris la parole, vous devriez me voir à l'écran et c'est un message à l'intention de tous nos présentateurs. Si vous me voyez à l'écran, si vous pouviez m'épingler pour s'assurer que vous allez me voir pendant votre présentation, parce que moi, je vais tenir mon téléphone comme ça, un instrument de torture devant vous avec le chronomètre, le temps qu'il vous reste. Mais pour ça, il ne faut pas que vous ayez à me chercher dans les 100 participants. Donc, présentement, vous devriez me voir à l'écran. Vous allez sur les 3 petits points en haut à droite. Et là, vous devriez pouvoir faire épingler. Et en faisant épingler, vous allez toujours me voir à l'écran pendant votre présentation. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Puis si vous ne la voyez pas, bien, il y a une petite alarme qui va sonner. Donc, oups, Oui. on a un petit peu. Voilà. Donc, Marie-Jo, je te laisse présenter notre premier présentateur. Oui, celui qui cassera la glace, c'est François Adam, directeur général de l'Institut du véhicule innovant. Monsieur Adam, allez-y. Bien, bon matin tout le monde. Bien heureux d'être là ce matin pour vous parler d'une histoire à succès à l'Institut du véhicule innovant avec quelques-uns de nos partenaires. Donc, laissez-moi commencer tout de suite. Je vais dans le vif du sujet. On va passer à la prochaine diapo. Oui, je te vois. Super, Marie-Jules. C'est excellent. Donc, rapidement, je vous présente le défi. J'imagine que tous les présentateurs, ça va être pareil, là, donc je ne prendrai pas trop de temps là-dessus. Notre défi, c'est quoi le projet, c'est quoi le succès? Donc, notre défi, c'est que notre partenaire est venu nous rencontrer. On travaillait ensemble depuis déjà un bout de temps et lui voulait adresser l'agriculture durable. Donc, là, on le sait, il y a des gros problèmes de pénurie. En fait, il y avait des problèmes de pénurie dans à peu près tous les secteurs, on le sait au Québec, mais en agriculture, c'est encore plus difficile. On l'a vu dans le début de la pandémie, là, pour les récoltes, tout ça, c'était vraiment une grosse problématique. Donc, c'est un des problèmes à régler. Il y avait le problème que la machinerie qu'on utilise actuellement, qui est de plus en plus grosse pour être plus efficace, fait aussi de la compaction des sols, donc finit par rendre les sols moins productifs. Et finalement, on le sait, toutes ces machines-là fonctionnent avec le pétrole, donc sont des sources d'émissions de GS. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le projet, c'est un projet de recherche collaborative qui visait à développer un robot agricole électrique et autonome. Vous voyez là sur la photo le robot en fabrication. Donc, ce robot-là qui permettrait de faire des tâches agricoles dans le champ sans intervention humaine là, et qui pourrait à terme travailler même en flotte. Donc, avoir une flotte de robots coordonnés qui vont faire les tâches au champ, qui permettent ainsi qui sont des robots de plus petite taille, mais qui permettent d'avoir le même impact que de la plus grosse machine. Donc, les partenaires de ce projet-là. Vous voyez les partenaires, dans le fond, l'idée venait de Elmec, qui a décidé de s'attaquer à cette problématique-là et qui voulait offrir un service, finalement, on pourrait dire de farming as a service. Qui est venu nous voir, à discuter ça. On a attaché un beau projet collaboratif avec Artix, qui était plus dans la mécanique, finalement, agricole. Elmec qui est plus dans l'intégration électromécanique. Et nous qui avons amené le côté véhicule électrique et automatisation du véhicule. Donc, grâce à des bailleurs de fonds comme Innover avec le gouvernement du Québec, puis le CRSNG, avec le gouvernement du Canada, on a réussi à faire un projet finalement qui réduisait beaucoup les risques financiers pour les entreprises. Dans le cas d'une innovation de rupture comme ça, il y a tellement de risques initialement que c'est important finalement d'aller chercher l'appui de partenaires comme Innover pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, puis une autre chose qui est une bonne idée, évidemment, c'est d'aller voir autour des partenaires qui ont déjà de l'expérience dans certaines technologies qui étaient visées, comme l'électrification, l'automatisation. L'IVI, on avait déjà 20 ans d'expérience en électrification des transports, puis 5-6 ans en automatisation. Donc, on pouvait vraiment accélérer le développement pour cette entreprise-là. Si on passe à la diapo suivante, vous allez voir, là, vous voyez le fameux robot qui commençait ses tests. Ses premiers tests étaient chez PMG, mais le robot a roulé dans une ferme biologique à Sainte-Anne-des-Plaines, la ferme Belle-Vache, l'automne dernier. Donc, a attiré l'attention, je dirais. Donc, si on passe à la diapo suivante, ce projet-là se poursuit maintenant à travers un projet mobilisateur qui a été financé par Québec. Donc, un projet de 8 millions de dollars. Donc, on voit qu'on a pu partir d'un projet collaboratif qui a permis de faire germer l'idée, prouver le concept
Et puis là, aller chercher le financement pour faire la suite du développement de ce projet-là. Puis, ben, le projet a été cité dans le portfolio à faire là, comme un bel exemple d'innovation. Puis même, si vous avez assisté à une des entrevues du ministre Fitzgibbon, où il présentait son plan pour l'électrification des prochaines années, ben, le projet était cité en exemple. Donc, je pense que c'est vraiment un beau succès. On est super fiers de où ce projet-là est rendu. Puis ça promet pour les années à venir, je dirais. Donc, petit projet va devenir grand. Un gros merci. Merci François. Beaucoup. Avec 15 secondes d'avance, bravo. Fait que Marie-Jules, on peut enlever 15 secondes au prochain. Là, François a bien fait ça. Merci beaucoup, François. Donc, notre prochain succès, M. Guillaume Hayet, président-directeur général chez Stockage d'énergie Evlo. M. Hayet. Merci beaucoup, Marie-Jules. Donc, ça me fait grand plaisir de vous présenter ce matin les défis succès de collaboration de R&D qui a amené à constituer Evlo finalement. On va aller peut-être à la prochaine diapo, l'autre après, s'il vous plaît. Donc, d'abord, qui est Evlo? Evlo, c'est une entreprise, c'est la filiale de stockage d'énergie d'Hydro-Québec qui a été lancée en décembre dernier. On s'adresse, le marché cible, c'est les utilités, les producteurs d'électricité et commercial et les joueurs commerciaux et industriels de moyenne grande envergure. On utilise la technologie brevetée d'Hydro-Québec, le lithium fer phosphate, et on va en parler un petit peu plus loin, qui a été développé par nous avec d'autres joueurs, mais dont on détient la majorité de la propriété intellectuelle, qui se démarque par une sécurité accrue parce qu'on a un côté thermique beaucoup plus stable. Donc ça venait répondre aux besoins d'Hydro-Québec par ses valeurs, donc les valeurs de responsabilité, de sécurité, pour le stockage d'Hydro-Québec même, mais pour le marché à l'international afin de participer à la transition énergétique. On va aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, Evlo a été constitué d'une multitude de collaborations de recherche et développement en séquence. Donc, d'abord, on a acquis des brevets de l'Université du Texas avec M. John Goodenough pour parfaire les recherches sur les LFP. On a créé ensuite l'alliance en 2011 avec Hydro-Québec, l'Université de Montréal, CNRS et John Matthey pour amener un portefeuille de licences pour commercialiser la technologie du lithium fer phosphate. Par la suite, en 2014, on a créé une co-entreprise avec Sony. C'était une co-entreprise de R&D pour co-développer un système de stockage utilisant la technologie LFP. Et on a mis fin à ce partenariat-là en 2018 puisque Sony a été acquis par Murata et passé à d'autres choses. On a, suivant ça, en 2017, recréé Stockage d'énergie HQ, qui était la continuité de ça afin de parfaire le développement du produit. Et on a lancé en mois de décembre Evlo, qui est maintenant sur le marché depuis le 8 décembre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la collaboration a été très, très grande entre nous, le Centre de recherche en batterie d'Hydro-Québec, d'où origine la technologie, le Centre de recherche d'Hydro-Québec, l'IREC, d'où toutes les capacités de simulation, d'intégration de nos systèmes de stockage aux différents réseaux est présente, de toutes sortes de collaborateurs à travers le monde qui nous ont aidés autant point de vue client, technologie et chimie de batterie. Et aujourd'hui, on est encore à la recherche même de côté de nos clients à parfaire cette technologie-là. Voilà, à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On a mis plusieurs systèmes en place chez Hydro-Québec. Je vais y aller rapidement, mais à Hemingford, on a un système de stockage dans un poste pour faire aider à la gestion de la pointe. On a un système au Grand Nord du Québec, à Quactac, dans un micro-réseau. On en a même un d'une plus petite envergure à Blainville pour faire un petit peu de commercial industriel dans un bureau d'Hydro-Québec. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la collaboration, pour nous, en R&D, ça ne se termine pas là. On a une relation privilégiée avec Energex, qui est un client aujourd'hui, qui est un collaborateur, avec qui on est en constante communication pour revoir les besoins technologiques de leurs différents projets, parce qu'on veut leur offrir le meilleur produit. Et eux nous donnent chaque semaine, chaque 2 semaines, toute la rétroaction nécessaire pour améliorer, parfaire nos produits ou les compléter pour le prochain produit qu'ils veulent faire avec leur clientèle. Et de cette façon-là, ben, nos projets innovants aident à décarboner la planète. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, notre succès, c'est quoi? C'est que toutes ces collaborations-là ont amené un produit qui se différencie dans le marché. C'est une solution de stockage qui offre la sécurité, donc beaucoup plus de sécurité,
plus éco-performant. Donc, on a une durabilité accrue de notre produit. Il peut s'utiliser pendant un plus grand nombre d'années avec un plus grand nombre de cycles. Il n'y a aucun produit toxique ou de terre rare dans la production de notre technologie et on peut recycler jusqu'à 99,19% du produit à la fin de l'utilisation de la vie utile du produit. Donc, pour nous, c'était très important pour répondre aux besoins d'Hydro-Québec d'avoir un produit de stockage qui répondait à ces valeurs-là et de l'offrir à tout le monde à travers l'international pour en faire profiter tout le monde sur la transition énergétique. Mais aussi, ça donne un avantage. Plus on parfait notre technologie, on en vend, on améliore le produit qu'on peut donner pour Hydro-Québec également. Merci beaucoup pour le temps. Merci, M. Hayek. Je voulais battre de 5 secondes l'autre temps. Les enchères sont ouvertes. Rendues à la fin, ça va durer 1 minute. Pour les prochains présentateurs, vous n'avez pas à être poli avec moi. Vous n'êtes pas obligé de me dire s'il vous plaît, change, ça va vous donner des secondes. Donc, on y va. Bon. Notre prochain présentateur sera M. Jean-François Veilleux, responsable micro-réseau chez CIMA+, développement et démonstration, micro-réseau Igiagig et Mégantic. Monsieur Veilleux. Bonjour, merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis le représentant des micro-réseaux chez CIMA+. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 projets de très belle envergure qui ont été réalisés avec des partenaires d'innovation. Donc, le micro-réseau à Igiagig dans le nord de l'Alaska et le micro-réseau de Lac-Mégantic. On peut passer à la prochaine slide. Donc, rapidement, je vais vous parler des principaux défis, des projets ainsi que du succès qu'on a eu avec ces projets-là. Donc, on va aller rapidement aux prochaines slides. Merci. Donc, les principaux défis, comme plusieurs le savent, vous êtes dans le domaine de l'innovation ou dans les domaines plus technologiques. Donc, il y a un micro-réseau consiste à intégrer plusieurs technologies ensemble. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de réussir à bien les harmoniser ensemble pour qu'ils s'intègrent bien et qu'il n'y ait pas de problématiques entre eux. Dans les projets d'Igiagig et de Lac-Mégantic, ça a été des défis quand même assez intéressants puisque le projet d'Igiagig amenait une nouvelle technologie qui est une hydrolienne réalisée par ORPC, ainsi qu'à Mégantic, plusieurs technologies différentes, que ce soit les batteries d'Evlo, que ce soit du solaire, des choses derrière le compteur. Ça a été des défis très intéressants. Mais aussi, il y a l'aspect acceptabilité sociale. Donc, ces projets-là sont généralement destinés aux communautés éloignées et l'aspect de l'implication des communautés puis de répondre à leurs enjeux est très, très important de leur côté. On peut passer au projet en tant que tel. Donc, le premier projet est le micro-réseau de Lac-Mégantic. Comme vous voyez, plusieurs partenaires ont été impliqués dans ce projet-là, que ce soit CIMA pour l'ingénierie ou bien que ce soit STAS pour la fourniture des panneaux solaires, TCI pour la construction, Smart Grid Solutions pour le contrôleur. Même du côté client avec Hydro-Québec qui est le responsable du projet, que ce soit la ville de Lac-Mégantic qui a apporté son support tout au long du projet, ou bien Evlo qui a fourni les batteries pour le système de stockage. Ça a été un projet où il y a eu beaucoup de collaborations qui ont été importantes à réaliser entre les différents partenaires pour réussir à atteindre les objectifs. Prochain projet. Le projet d'Igiagig est un petit peu différent puisque c'est un projet vraiment avec beaucoup moins de technologies différentes, mais avec un aspect très intéressant du côté de la nouvelle technologie de l'hydrolienne. Ce qui est important dans ce projet-là, c'était de voir que le projet a été fait en fonction des ressources disponibles pour le village, qui était le village d'Igiagig, où est-ce que les autres avaient une belle rivière permettant d'utiliser l'énergie de la rivière. Donc, il y a un produit qui a été développé par ORPC pour justement permettre de capturer cette énergie-là et la réutiliser dans une optique de diminuer la consommation de diesel et même de l'annuler complètement. Donc, on peut passer au prochain. Donc, les succès de ces 2 projets-là, je pense que ce qui est très, très intéressant du côté de Lac-Mégantic, c'était un premier micro-réseau au Québec. Donc, il y avait, en plus d'avoir un but de réaliser le projet, il y avait un but, si on veut, éducatif pour Hydro-Québec pour qu'ils puissent réaliser plusieurs essais dans le but de répliquer ce projet-là à la grandeur du Québec et surtout pour les communautés éloignées. Donc, l'intégration autant d'une génératrice diesel, des batteries et des systèmes solaires, ça va permettre à Hydro-Québec de tester plusieurs systèmes différents
et puis de gagner en expérience et en expertise afin de répliquer ça dans le Nord québécois et puis ailleurs au Québec si requis. Tandis que du côté des GIAGIG, je vais être honnête, c'est certain que la plus grande réussite de ça, c'est la réussite technique d'un point de vue d'avoir réussi à amener des technologies qui vont permettre d'utiliser des énergies renouvelables au lieu d'utiliser du diesel dans une communauté qui sont sur le bord d'une des plus grandes rivières. Je pense que c'est même la plus grosse rivière au saumon du monde. Ça leur permet justement d'enlever le diesel et de se concentrer sur avoir des énergies propres et renouvelables. Mais le point majeur aussi, c'est le projet était un projet qui était porté par la communauté. Le lien et la synergie qu'il y a eu entre les participants et le village, donc entre ORPC et le village, a permis justement que la communauté soit au devant et permette de réaliser ce projet-là au complet avec leur accord et avec surtout leur support et leur participation tout au long du projet. Donc, merci énormément. J'espère que j'ai battu le temps de mon dernier présentateur. Presque, il restait 16 secondes. Le pouvoir du chronomètre, mettre les gens en compétition, ça fonctionne tout le temps. Merci pour nos 3 présentateurs de succès en innovation collaborative. Tantôt, au retour de la pause, quand on aura nos discussions de maillage, il y aura une salle qui sera animée par Hélène Filion d'Innover, qui va être là pour répondre à vos questions sur l'innovation collaborative. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont des questions de savoir comment ça marche, c'est quoi ça, vous êtes curieux, bien, vous pourrez aller avec Hélène dans les discussions de maillage tantôt. Nos 4 prochaines présentations sont des industriels qui lancent des défis à la communauté. Ces 4 industriels-là auront aussi une salle tantôt dans les discussions de maillage pour que vous puissiez aller échanger avec eux, positionner vos expertises, puis essayer de voir les pistes de projets collaboratifs possibles. Donc, encore 5 minutes par présentation. Marie-Jules, je te laisse présenter tout ça. Il présente un autre projet avec Evlo. Donc, premier défi sera présenté par M. Martin Réau, vice-président développement des affaires et chef de la technologie par intérim chez Stockage d'énergie Evlo. Monsieur Réau, c'est parti. Oui, merci Marie-Jules. Tout d'abord, bon matin et merci au Réseau québécois d'énergie intelligente et à innover pour l'invitation. C'est très apprécié. Très apprécié de parler d'énergie, surtout d'énergie intelligente qui est, à mon sens, peut-être un excellent synonyme pour stockage d'énergie. Puis, Evlo, qui sommes-nous? Je pense que Guillaume a fait un très bon survol tantôt, donc je ne passerai pas plus de temps qu'il le faut, mais je vais aller directement dans notre défi qui est en fait comment la R&D collaborative peut supporter nos efforts de commercialisation chez Evlo. Prochaine slide, exactement. Notre contexte, il est clair qu'Evlo, on évolue dans un marché qui est énorme, puis au cœur de ce marché-là, il y a la transition énergétique. Puis, la transition énergétique, c'est un véritable catalyseur non seulement d'investissement, mais aussi d'innovation. Puis, parmi ces innovations-là, le stockage d'énergie en fait partie. Puis, surtout, le stockage d'énergie à grande échelle. Si on se rappelle, il n'y a pas plus qu'à peine 10 ans, le stockage d'énergie était à peine une solution marginale dans le mix énergétique. Mais aujourd'hui, le stockage d'énergie a trouvé sa place, a trouvé sa niche dans la transition énergétique. Puis, pour répondre à différents besoins de nos clients, là, entre autres, augmenter l'intégration de renouvelables en réseau ou hors réseau, aussi d'optimiser les profils de consommation ou d'offrir des services complémentaires au réseau pour aider à la stabilité des réseaux, on appelle en anglais « ancillary services », pour ne nommer que ceux-là. On peut passer à l'autre. Parfait. Notre réalité maintenant. Ouais, comme toute bonne compagnie innovante, on a à respecter et concilier les besoins des clients et notre capacité de développement. J'ai mis un petit clin d'œil à Henry Ford là, qui nous rappelle dans ce qu'on fait tous les jours qu'on ne peut pas simplement écouter ce que le client veut. Ça pourrait nous amener sur des mauvaises pistes. L'innovation doit rester notre priorité puis au centre de tout ce qu'on fait tous les jours. Sur la gauche, j'ai listé quand même les critères les plus importants dans lesquels, tous les jours, qui ont beaucoup d'influence sur notre développement. Entre autres, les requis de sécurité, pour des bonnes raisons. Sécurité incendie, on parle de propagation de feu, augmente de plus en plus, puis de plus en plus rapidement. Là, on parle de normes qui changent
quasiment sur une base annuelle. Donc, il faut s'adapter rapidement. Il faut déjà jouer le plus possible 1 ou 2 coups d'avance. La densité, qui est aussi une pression à la hausse. Le marché nous demande d'être de plus en plus dense, plus en plus de kilowattheures par unité. La disponibilité, bien, sans surprise, ça aussi, c'est une donnée qui est à la hausse. Les exigences sont de plus en plus grandes. On nous demande des taux de disponibilité jusqu'à 98 là, si vous y pensez. C'est à peine 175 heures d'arrêt seulement par année. Donc, nos systèmes doivent être plus simples et plus fiables à la fois. Sans surprise, la flèche du bas qui est par en bas, là, on nous demande assurément d'être compétitif dans un marché. J'ai même omis de mettre un autre bullet pour le temps. Le temps, il y en a de moins en moins. Notre développement doit tout de suite se traduire en commercialisation très rapidement, puis de plus en plus rapidement. Prochaine slide. Il n'y a pas seulement que les points de la slide précédente. Chez Evlo, on a d'autres axes et d'autres éléments de développement qui sont très importants, qui peuvent toucher quand même l'ensemble des membres du RQEI. L'éthique, en fait, notre développement doit rester éthique. Notre empreinte environnementale doit être raisonnable et continuer de l'améliorer sans cesse. Valoriser aussi la filière locale. Toute production locale est bonne, non seulement pour le côté environnemental, mais pour le développement économique. Développement logiciel, réseau de demain, j'ai déjà parlé dans les brise-glaces à quelques joueurs qui étaient déjà impliqués. Donc, assurément, c'est au centre aussi de ce qu'on développe à tous les jours. Finalement, nos attentes. On nous avait demandé peut-être de mettre quelques petites lignes pour les attentes précises. Là, assurément, je pense qu'on a déjà beaucoup de ça dans le groupe aujourd'hui. Donc, dans le milieu académique, que ce soit ou recherche pure ou des industriels, on cherche des éléments autour des convertisseurs de puissance. Assurément, c'est au centre de notre produit. Développement logiciel, analyse avancée, intelligence artificielle, ça aussi, c'est sans surprise. Mécanique des fluides et conception de modules de batterie. On sait que la pression est à optimiser nos coûts et notre performance. Donc, c'est un élément central. Donc, de là, l'importance de s'appuyer sur un bassin de scientifiques comme vous, avec la capacité de convertir l'académique et le théorique en concept commercialisable rapidement. Donc, c'est la meilleure façon de mettre nos défis derrière nous. Merci. Voilà. Je vais essayer de... Faut que je l'arrête là, par exemple. Voilà. Bon. Donc, nous aurons notre prochain défi avec Fabienne Joly, responsable du développement en transition écologique à la ville de Lac-Mégantic. Madame Joly, c'est parti. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir passer tout de suite à la prochaine slide. Donc, pour vous parler de la transition énergétique à Lac-Mégantic. Donc, j'ai eu Jean-François Veilleux de CIMA a fait déjà une belle introduction finalement. Simplement pour revenir rapidement, vous pouvez passer à la diapo suivante. Revenir rapidement sur la vision en transition énergétique. Donc, Lac-Mégantic s'est donné la vision suite à la tragédie de 2013 de devenir un leader de la transition énergétique au Québec parce qu'on doit collectivement faire cette évolution-là par rapport au changement climatique, mais aussi parce que le symbole de la tragédie de ce train de pétrole qui a détruit le centre-ville a marqué la communauté et est un vecteur de mouvement, de changement encore plus fort au niveau de Lac-Mégantic. Merci. Donc, en effet, je viens de vous parler rapidement de cette vision-là. Le projet de micro-réseau que Jean-François Veilleux de CIMA a déjà présenté. Donc, je vais gagner quelques secondes précieuses en disant simplement que ce projet-là, en fait, est un premier pas, un projet qu'on a développé avec Hydro-Québec. La rencontre, en fait, finalement, de deux réalités et de deux entreprises, enfin, entre une entreprise et une communauté en mouvement, justement pour faire une différence dans la transition énergétique. Ce qui est intéressant à retenir sur ce projet-là, c'est qu'à l'échelle du centre-ville de Mégantic, les infrastructures qui ont été installées
du solaire, de la domotique, du stockage. On parlait de Evlo justement, la domotique ILO dans les bâtiments qui s'en vient également. En fait, est venu à l'échelle de ce centre-ville créer un terrain d'expérimentation sur lequel on construit aujourd'hui le déploiement de cette vision à travers un laboratoire vivant. Donc, en fait, on parle de collaboration ce matin, de projet collaboratif. Ce projet collaboratif qu'est le micro-réseau, comme le disait Jean-François, est pour nous aujourd'hui une base de travail. Et l'objectif, c'est d'aller vers un territoire et vers la carboneutralité, un territoire carboneutre et la carboneutralité, puisque en 2050, ce sont les cibles qu'on se donne aujourd'hui à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada, puis à l'échelle mondiale aussi. Donc, comment passer vers cette carboneutralité? Alors là, vous êtes allé un petit peu vite, mais c'est correct. Dans un premier temps, c'est de favoriser l'efficacité énergétique dans nos bâtiments pour les propriétaires privés, mais aussi pour la municipalité et bien sûr la mobilité durable. Et là où je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à nos attentes et notre défi, c'est de développer aussi l'autonomie énergétique du parc industriel. Donc, de passer de l'échelle du centre-ville avec ce territoire d'expérimentation à une échelle plus large, à l'échelle de l'ensemble de la municipalité. On peut passer à la slide suivante. Donc, le défi en fait, que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut utiliser une ressource locale qui est la rivière Chaudière, puisque la rivière Chaudière prend sa source en fait un petit peu en amont du lac Mégantic et il y a un barrage vraiment au niveau du centre-ville qui est là et on souhaiterait pouvoir utiliser le potentiel de production électrique de cette rivière Chaudière pour venir s'intégrer à un mix énergétique local avec bien sûr les enjeux de préserver la faune, aussi devoir jouer avec les caractéristiques du barrage et de la rivière en termes de débit, de hauteur. On va passer à la slide suivante. Et donc, mes attentes par rapport à aujourd'hui de futures collaborations pourraient être d'identifier des chercheurs, que ce soit en hydraulique, en mécanique, en électricité, pour développer une solution qui soit adaptée à notre milieu et à notre situation et de pouvoir bien sûr ensuite l'intégrer au niveau du réseau local d'électricité. Des financements, bien sûr, on ne va pas se le cacher, dans un projet collaboratif, c'est aussi ce qu'il faut qu'on attache ensemble, la gouvernance, le financement. Et puis, on parle bien sûr de fournisseurs d'équipements. On pense naturellement aux hydroliennes, mais il y a peut-être des choses justement à développer en termes de nouveaux équipements de production d'électricité, mais aussi de convertisseurs, de stockage pour justement venir intégrer un mix énergétique qui puisse répondre aux besoins de l'ensemble de la communauté et particulièrement de notre parc industriel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, notre troisième défi viendra de Frédéric Delrieux, directeur de projet chez Dana. Monsieur Delrieux. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation de l'entreprise. Donc, rapidement, je vais devoir faire vite. J'ai mis beaucoup de choses dans les slides. Donc, Dana est un fabricant vous pouvez cliquer plusieurs fois. Donc, Dana est un fabricant d'essieux pour véhicules commerciaux qui a engagé un virage dans l'électromobilité il y a quelques années. Il est connu pour avoir racheté TM4 il y a quelques années et plus récemment Nordresa, dont je fais partie. Donc, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, il a avec un portefeuille complet de solutions pour véhicules électriques commerciaux. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais donc on fait donc parmi les essieux, les moteurs, on travaille dans les unités de stockage, évidemment tous les accessoires électriques et les services d'intégration pour véhicules électriques. Donc, slide suivant. Un exemple de ce que nous faisons. Donc, ici, il y a une intégration d'une plateforme classe 8. Je mentionnais dans le tour de table au début que je travaille notamment sur un classe 8 à hydrogène que nous sommes en train d'électrifier en ce moment. Donc, ça vous donne une idée de ce que nous faisons. Donc, on va passer au slide suivant. L'entreprise Dana. Donc, en fait, nous, ce que nous faisons, nous sommes un concepteur et intégrateur de groupes motopropulseurs électriques. Fournisseurs de rang 1 et intégrateurs, on aide les OEM à adopter ces technologies électriques. Ce que nous voulons, c'est renforcer notre savoir-faire dans les technologies électriques, leurs applications industrielles et évidemment adresser les marchés du camionnage et des véhicules off-road en Amérique du Nord et dans le monde.
Next. Donc, mon défi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. En fait, on a des clients qui veulent des technologies de pointe et des produits validés et industrialisés. Évidemment, le coût va en être dépendant. On souhaite se développer, évidemment, développer notre supply chain pour avoir une supply chain réactive et performante, avoir des produits qui seront robustes dans différents cas d'usage, des capacités de validation et d'essai pour nos produits avant de les mettre sur le marché. On souhaite se développer en répondant aux exigences. On a des clients qui veulent des solutions robustes avec des plannings courts, des solutions performantes également en termes d'allègement pour pouvoir permettre de garder la capacité de chargement des camions. Ça, c'est un point important. Donc, en fait, on va avoir besoin d'aide avec des fournisseurs de batteries capables de produire une solution validée et adaptable avec une chimie performante. On sait qu'il y a toujours des évolutions, je pense au solid state qui s'en vient. On a besoin dans notre cycle industriel de prototypeurs capables de nous accompagner en production industrielle, donc pour faire des câblages, des composants mécaniques, etc., des électroniques, des prototypeurs, mais qui vont être, si possible, capables aussi de se développer en petite série pour accompagner notre développement. Des laboratoires d'essai pour nous aider dans nos validations, qui sont nombreuses pour assurer la qualité du produit. On cherche des clients également qui sont prêts à électrifier leur flotte et qui accepteraient de partager leur retour d'expérience pour améliorer nos produits. Ça, c'est très important. La proximité avec nos clients pour progresser ensemble et s'assurer qu'on fournira les meilleurs produits. Et enfin, des joueurs dans l'écosystème de l'hydrogène, j'en parlais, pour accompagner ces nouvelles applications qui s'en viennent très, très fort. Hein. Je pense que 2021, on voit ce qui se passe. De nombreux fabricants passent à l'hydrogène, qui est une solution pour les très gros camions classe 8 en termes de densité d'énergie. Donc, suivante. Donc, ce que nous cherchions finalement, nous avons besoin de fournisseurs dans les batteries, au voltage, dans les busbars cuivre, par exemple, des solutions cuivre. En plus, le Canada ayant une industrie du cuivre, donc qui sont capables de fournir des busbars revêtus, des câblages de cuivre. Aujourd'hui, on a des solutions avec des longs délais d'approvisionnement, de l'aide également dans les chargeurs et les onduleurs DC-DC. On consomme beaucoup dans ce domaine-là, en haut voltage ou bas voltage. Des systèmes accessoires électriques, des pompes, des compresseurs de grade automobile que nous intégrons dans nos camions. Donc des prototypeurs mécaniques, j'en ai parlé. Et également du conseil expertise en conception manufacturière, en particulier nous aider dans le fait de passer du statut de prototypeur au statut de petite série ou industriel en réduisant les coûts, ce qui est un challenge dans nos industries. Quant à la recherche, l'innovation batterie, évidemment, l'histoire n'est pas terminée. Également le stockage d'hydrogène ou plus généralement la filière pile à combustible, les technologies d'allègement, les technologies de refroidissement et de chauffage. Je parlais tout à l'heure de stockage de chaleur qui est toujours un challenge pour les véhicules électriques. Je prends l'exemple d'un véhicule à hydrogène qui produit beaucoup de chaleur. On a envie de récupérer cette chaleur pour éviter pour pouvoir utiliser le chauffage des… Voilà. J'ai été coupé. Voilà. Oui. Merci. Merci. Vous aviez au moins la diapo. C'est ça. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et notre prochain et dernier défi viendra de Jonathan Lamère, PDG et cofondateur de Moduli. Monsieur Lamère. Excellent. Bonjour. Merci de cette belle opportunité de partager avec un réseau dans le domaine de l'énergie au Québec. C'est très apprécié. Je pense… Excellent. Je vais switcher directement. Merci. En fait, Moduli, c'est quoi? En fait, Moduli, c'est une plateforme d'énergie intelligente modulable qui permet, enfin, à l'utilisateur résidentiel ou commercial d'optimiser son efficacité énergétique, d'éviter les heures de pointe de consommation, de réduire ses émissions de GES, mais aussi d'être capable d'économiser sa facture d'électricité chaque mois. En fait, Moduli, c'est une technologie qui est évolutive. Donc, ce qu'on a construit ou ce qu'on est en train de construire en ce moment, c'est une technologie où on est capable de modifier le stockage d'énergie pour le consommateur. On est capable de s'adapter aux différents types de technologies solaires ou de technologies dans le smart home, de type Google Nest, Honeywell et autres, pour être capable d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'écosystème. Puis, Moduli, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc, on peut l'utiliser juste en plug and play solution.
solution. Donc, on n'a pas besoin de se connecter directement au réseau électrique. On vient vraiment utiliser les prises murales de la maison pour gérer notre environnement, mais aussi on peut avoir l'option avec notre adapteur pour se connecter directement au réseau électrique et à ce point-là, produire sa propre énergie verte avec le solaire ou de pouvoir contrôler 100% l'énergie qui provient du réseau électrique. On peut changer la slide. La magie de Modulier, la simplicité, en fait, c'est justement de donner aux consommateurs l'opportunité de construire un produit qui est sur mesure à eux, donc qui va refléter leur budget, leurs besoins, mais aussi leur environnement dans lequel le produit va se retrouver. Ensuite, on leur donne la possibilité de mettre en place leurs propres objectifs, leurs propres habitudes de vie de consommation d'énergie. Et ensuite de ça, on va laisser le cerveau de Modulier gérer, automatiser tout ça pour eux, pour leur simplifier la vie et s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs à la fin de chaque mois. Modulier, on a créé dans le fond 2 différents types de revenus. En fait, on va focuser beaucoup sur la vente directe aux consommateurs parce qu'on a fait une stratégie de produit pour ça, mais on a aussi une stratégie de produit pour le B2B. Donc, on pourrait travailler avec des producteurs d'énergie, des installateurs de solaire, etc. Puis, on a créé une seconde source de revenus avec le software qui va mener un petit peu plus loin dans le temps, dans le futur. Présentement, vous pouvez changer de slide. Présentement, on focus sur le marché du Smart Energy comme bien d'autres entre nous. Cependant, Modulier, nous autres, on a un focus sur le 20% des familles nord-américaines qui actuellement aimeraient s'acheter un produit, exemple à la Tesla, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un produit comme ça ou que le produit va peut-être juste pas avoir un bon fit pour leur environnement. Puis ce 20%-là représente environ 33 milliards de dollars d'opportunités chaque année, donc c'est quand même pas à négliger. Puis c'est des récentes études qui ont prouvé que ces magnifiques consommateurs-là étaient à la recherche d'optimisation de leur énergie et efficacité énergétique, mais aussi de la réduction de leur facture, mais aussi pour avoir un meilleur impact environnemental. On peut changer de slide. Notre défi actuel, en fait, ce qu'on souhaite au niveau de développement, c'est d'être capable, étant donné qu'on se branche directement dans la prise murale, on veut avoir un retour d'énergie au grid directement par la prise murale. Ce qu'on veut, c'est optimiser et d'étendre cette capacité-là de Modulier dans le retour au grid par la prise murale. Puis la contrainte est électrique et physique en ce moment vers le réseau domiciliaire. Puis ce qu'on cherche, c'est un aide dans une expertise dans le domaine résidentiel au microgrid pour nous aider à faire une meilleure gestion de ce réseau-là quand l'énergie va retourner directement au grid. Puis dans le fond, nos attentes sont super simples en ce moment. Désolé, je suis rendu à la fin. Ouais. On cherche en ce moment, en fait, on est encore une start-up, donc on est en développement. On est encore ouvert aux partenariats collaborateurs au niveau développement produit avec des spécialités probablement précises. Puis on est ouvert aussi à des clients partenaires ou avec des possibilités de projets pilotes pour la fin de l'année qui peut peut-être nous emmener vers nos premières ventes d'ici la fin 2021-2022. Donc, merci de m'avoir écouté et de nous avoir reçus aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci. On a un champion. Il restait 41 secondes. Merci à tous nos présentateurs. Vous avez respecté le temps. Il faut dire qu'avec la contrainte de Marie-Jules épinglée à l'écran, ça nous donne une chance. Ça nous permet d'être à l'heure. Avant d'aller en pause, je vous faites 2 ou 3 rappels. Premièrement, plusieurs d'entre vous avaient probablement déjà consulté le répertoire des participants qu'on a monté à partir des fiches d'inscription. Je viens de vous le placer. Pendant la pause, vous pourrez aller le consulter. Et si votre fiche ne s'y trouve pas, vous pouvez l'ajouter. Donc, je vous mets aussi le lien pour ajouter en direct une fiche au répertoire. Cet outil-là va vous permettre de retrouver des gens suite à l'événement, de faire des recherches et d'aller stimuler les suites possibles à l'événement. Je vous donne 2 ou 3 consignes avant la pause sur le fonctionnement pendant la pause. On va prendre 10 minutes de pause. Pendant la pause, je vais vous inviter à vérifier si votre application Zoom est à jour. Quand on va revenir de la pause, nos conversations de maillage vont se faire avec un choix autonome d'atelier. Donc, vous allez pouvoir choisir où vous allez travailler. Et pour ça, ça vous prend une version de Zoom qui est supérieure à 5.3. Si ce n'est pas le cas,
idéalement, vous feriez la mise à jour pendant la pause. Ça prend 30 secondes environ. S'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas en revenant de la pause, je vais pouvoir vous envoyer dans vos salles. S'il y en a quelques-uns qui ont des problèmes, on va être capable de s'arranger, mais idéalement, la majorité des gens seraient à jour et pourraient choisir de manière autonome leur salle. Donc, quand on va revenir, je vais vous laisser la diapo là, pendant la pause. Donc, vous pourrez la voir. Vous voyez dans votre application Zoom, vous venez connecter sur votre icône. Cliquez sur l'icône de votre profil, puis vous avez vérification des mises à jour qui est là. Ça vous montrera la version que vous avez et vous pouvez mettre votre appli à jour. Donc, au retour, on aura des salles de discussion qui seront créées. Une pour chacun des défis, donc les 4 défis qu'on vient de voir, celui d'Evlo, celui de Lac-Mégantic, celui de Dana et de Moduli, auront chacun une salle où vous pourrez vous rendre pour échanger avec les personnes qui ont présenté, aller plus loin que le 5 minutes, puis explorer un peu comment vous êtes capable de contribuer à relever les défis puis répondre aux attentes. Il y aura des rapporteurs d'Innover du RQI qui seront avec vous pour prendre des notes, pas noter le verbatim de tout ce qui se dit, mais surtout pour être attentif aux pistes de suivi puis aux atomes crochus qui pourraient se développer. Il y aura, je vous l'ai dit, Hélène Filion qui va avoir un atelier à elle aussi, une salle pour elle qui va lui permettre de vous parler des projets collaboratifs. Et s'il y en a parmi vous qui avez envie d'avoir une salle pour vous, pour proposer aux gens un défi, un projet, une technologie en disant « moi, j'ai quelque chose, puis je veux voir qui a envie de travailler avec moi là-dessus pour monter un projet », pendant la pause, venez dans le clavardage, me dire « je veux… » pas me dire, mais dire à tout le monde, je propose un sujet, votre sujet, et en quelques mots, vous pouvez le décrire. Je vais vous créer une salle et au retour de la pause, quand on lancera les discussions de maillage, vous pourrez y aller. Donc, Hélène, je vais te demander de tester. Bien, justement, Hélène vient de lancer le ton, elle, sa salle sur les projets collaboratifs. Donc, je vais en créer une pour elle tantôt. Pendant la pause, bien, s'il y en a d'autres qui ont envie, s'il n'y a personne, ce n'est pas grave. S'il y en a qui ont envie, bien, allez-y. Et puis, on va aller voir sur quoi on travaille en revenant de la pause. Gardez en tête qu'on a nos 4 défis qui auront chacun leur salle aussi. 9h46, on revient à 10h46 de la pause. Vous pouvez éteindre votre caméra. 10h46, c'est 1 heure de pause. 9h56, excusez-moi. 9h56. Retour de la pause. Éteignez votre caméra. Essayez de mettre à jour votre Zoom et de vous reconnecter ensuite si vous n'êtes pas à jour. Et puis, on y va. S'il y en a qui ne sont pas capables de mettre à jour votre version de Zoom, ce n'est pas grave, je vous enverrai dans vos salles. Au retour, c'est parti, bonne pause, 9h56. On revient ici, Marie-Julie et moi, on va se remettre à parler. Donc, vous allez savoir que la pause est terminée. Bonne pause tout le monde. Dans l'enregistrement. Et voilà, c'est parti. Et avant que je présente notre premier chercheur,
Si vous voulez partager des moments de sérendipité ou des connexions intéressantes que vous avez eues dans la partie, dans la dernière étape des ateliers, vous pouvez le faire dans la fenêtre de conversation. C'est toujours intéressant de vous lire. Là, on suit ce qui s'y passe. Donc, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez entendu et échangé. Donc, notre premier chercheur sera François Bouffard, qui est professeur au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université McGill. Monsieur Bouffard, je vous soumets à la tyrannie du chronomètre. Vous aussi, c'est parti. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. On peut passer déjà à cette étape, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que nous, on fait dans notre groupe à McGill. Vous parler d'un petit projet qu'on est en train de terminer en ce moment et vous parler un peu de nos infrastructures et qu'est-ce qu'on fait chez nous. Prochaine étape, slide, excusez-moi. Donc, notre mandat, nous, étant donné qu'on est une université, notre mission première, c'est de former des gens. Donc, on a de la formation de personnel hautement qualifié, maîtrise, doctorat. Bien, ce qu'on fait, nous, c'est de la recherche fondamentale et appliquée du côté des réseaux électriques, spécifiquement des systèmes énergétiques. Donc, je vais vous donner un peu rapidement l'équipe de mon groupe, Geza Yosh, que certains d'entre vous, je suis certain, connaissent. C'est un chercheur senior chez nous qui est dans les réseaux de distribution, ressources distribuées. Xiaoxue Wang, qui est une nouvelle chercheuse chez nous, qui est plus du côté de la stabilité des réseaux électriques, surtout en présence de beaucoup de renouvelables. Et moi-même, je suis du côté plus de la planification et d'exploitation des réseaux électriques. J'ai une expertise aussi, une expérience en côté du pilotage de charge et de la gestion des systèmes de stockage d'énergie. Je rajouterais aussi, j'ai mon collègue Benoît Boulet qui est également sur la belle conférence. Donc, vous pouvez lui parler également. On collabore beaucoup avec Benoît. Nos spécialités, donc, c'est la commande, l'optimisation économique des grands réseaux et des systèmes énergétiques. Moi, je suis associé avec Geza Yosh au RQEI et dans mon côté un peu plus recherche opérationnelle et sciences des données, j'ai des affiliations avec le GERAD et IVADO. Prochaine slide. Et on peut passer directement à la prochaine. Donc, le projet type que j'aimerais vous parler, c'est un projet qui est à la fin de son cycle de vie. C'est un projet qui a été financé par un MITAX Accélération. Donc, c'est un projet avec la compagnie montréalaise EPS Energy Services. C'est une firme qui est spécialisée dans la gestion de l'énergie pour les grands consommateurs d'énergie, quand on parle de raffinerie de pétrole, pâte et papier, etc., etc. Donc, ils voulaient développer un nouveau modèle d'affaires, un nouveau service à offrir dans l'optimisation de l'énergie en exploitation des procédés. Donc, vous avez un procédé qui est en exploitation, on regarde tout ce qui se passe et on veut essayer d'améliorer la performance énergétique du procédé. Donc, c'est un procédé c'est un problème qui est très, très complexe. Donc, la synergie qu'on a pu développer avec EPS, c'est que, eux, ils ont un portfolio de clients assez touffu et les clients ont énormément de données à partager également. Et nous, de notre côté, on a pu former un étudiant-chercheur avec une formation où est-ce qu'on a beaucoup d'apprentissage machine, de l'optimisation et aussi du côté des systèmes énergétiques. Donc, ce qui ça a permis pour EPS, surtout, étant donné que c'est vraiment la R&D qui est le focus sur les résultats. Donc, ils ont une nouvelle méthode de travail qu'ils vont pouvoir déployer avec des nouveaux clients. Et on voit vraiment ce qui motive aussi EPS là-dedans, c'est la norme ISO 50001, qui est très, très haute en ce moment du côté industriel. Et ça nous a permis également de former quelqu'un, Thibault Leng, qui est aussi sur l'appel et qui pourra vous donner ses impressions de ce projet-là. Prochaine slide. J'ai perdu le chronomètre, juste pour vous dire. Et donc, 1 minute 10. Parfait, merci. Donc, notre infrastructure de recherche, c'est un peu ce qui est typique chez probablement partout au Québec, que ce soit à Energica, chez nous, à l'ETS, à Polytechnique, on a une infrastructure de simulation en temps réel de type hardware in the loop. Donc, par exemple, mon collègue Yosh l'utilise beaucoup pour faire des tests de trucs de protection, contrôleur micro-réseau. Et de mon côté, j'utilise beaucoup l'infrastructure de calcul haute performance de Calcul Québec, Calcul Canada,
qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire normalement. Et notre expertise, vraiment, qu'est-ce qui est le créneau où je sais qu'il y a plusieurs qui nous ont approchés dans le passé, c'est qu'on forme des gens qui ont une espèce de trio, je l'appelle le trio optimal d'apprentissage machine, optimisation et système énergétique. Et on a des professionnels assez, disons, bien formés et qui vont être capables d'aider les industriels dans leur cheminement en aide à la décision, système de commande. Et où est-ce que nous, on peut travailler? Micro-réseau, intégration, optimisation, système énergétique, pilotage de charge et études technico-économiques. Et donc, j'arrive à mon temps. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour l'invitation. Super. Merci beaucoup. Donc, notre prochain présentateur sera Mathieu Adam Gagnon, directeur développement des affaires chez Nergica. Attendez. Wow, sérieux. Je vais vous en donner plus que ça. Merci, Marie. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous présenter notre centre de recherche Nergica. On peut passer à la prochaine slide. Donc, en gros, là, je vais vous parler de qui nous sommes, un projet type, puis nos infrastructures et expertise. Nergica, c'est un centre de recherche, c'est un centre collégial de transfert technologique. On est affilié au Cégep de Gaspésie et des Îles. On est aussi un centre d'accès à la technologie qui fait partie d'un réseau canadien là, avec le CRSNG ou Tech Access Canada. On bénéficie, entre autres, là, de certaines ententes de contribution provenant, par exemple, du CNRC Paris pour faire des visites interactives. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail tout à l'heure dans notre projet type ou dans notre démarche typique là, avec certains de nos partenaires. Mais en gros, on travaille en énergie solaire, en éolien puis en intégration des énergies renouvelables. Donc, un de nos projets types, là, ici, on a un exemple, c'est un partenaire qui a développé une technologie pour l'aérospatiale. C'est des sondes, des capteurs qui sont utilisés couramment sur des avions. Une technologie vraiment qui détecte là, les turbulences dans l'écoulement d'un fluide sur une aile. Puis, ils se sont dit que peut-être que cette technologie-là pourrait être applicable à l'éolien. Donc, d'une chose à l'autre, on a démarré un projet avec eux. On a installé, puis c'est ce qu'on voit ici dans la photo, là, on a installé un de leurs capteurs sur une de nos éoliennes. Puis, on a démontré qu'effectivement, qu'il y avait une possibilité de détection de givre ainsi que de capter des sous-performances, entre autres causées par de l'érosion, par exemple. Puis qu'il y aurait une possibilité de coupler tout ça avec un système de contrôle. Donc, en ce moment, après cette, on pourrait dire, étape de préfaisabilité ou de démonstration, eh bien, on est en train de passer un projet de recherche d'envergure avec un financement fédéral provincial combiné. Sans trop entrer dans le détail de ce projet-là, c'est un peu pour mener à la prochaine slide qui vous donne un peu l'exemple d'un parcours typique. En fait, ce n'est pas juste chez nous là, que vous pouvez faire ça, c'est avec l'ensemble des CCTT du Québec, du réseau des centres collégiaux, mais probablement aussi avec des universitaires. Mais notre parcours typique, ce qui peut arriver avec nous, c'est que vous pouvez commencer avec ce qu'on appelle une visite interactive qui va être financée par le CNRC Paris, soit par le biais de Synchronex ou par le Centre d'accès à la technologie. Puis même dans notre cas, à nous, puis quelques autres CCTT, on a nos propres ententes de contribution avec le CNRC Paris. Ça nous permet d'identifier quelques problèmes, répondre à quelques questions, puis parfois aussi mettre sur la table un projet de recherche. Puis souvent, la prochaine étape après ça, c'est de passer à une subvention d'engagement partenarial avec le CRSNG. Vous êtes tous éligibles comme partenaires industriels à ce type de subvention-là. Vous pouvez en faire plusieurs par année. Je pense que c'est jusqu'à 2 par année. Puis tant que vous n'avez pas de lien avec le centre de recherche en tant que tel, mais vous êtes éligible. Un petit 25 000, ça nous donne souvent là, suffisamment de budget là, pour explorer un peu plus en profondeur une problématique quelconque, puis mettre sur place quelques solutions. Puis aussi, même des fois, encore une fois, ça nous mène à définir un projet de plus grande envergure.
C'est ce qui est arrivé là, avec notre client Marinvent, où on est passé à un plus gros projet. Puis ici, je nomme Innover. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres financements potentiels, tant au niveau fédéral que provincial. Mais c'est ça, c'était un peu pour vous donner une idée du parcours typique. On peut passer à la prochaine slide. Donc, comme François le disait, juste un pas en arrière, là, si ça ne vous dérange pas, on a un exemple ici, en fait, de notre plateforme. Vous allez la voir dans les slides. Là, il y avait une image de notre plateforme de Hardware in the Loop OpenLRT, mais on a d'autres infrastructures aussi. En fait, on a notre laboratoire grandeur nature avec 2 éoliennes de 2 MW chacune. On a des plus petites éoliennes aussi là, dans notre micro-réseau. Depuis quelques années maintenant, on a un petit parc solaire de 16 kW. On a 2 lidars, dont un qui est un lidar scannant à 3D. Puis dans notre micro-réseau, on a un paquet de systèmes là, pour simuler justement l'intégration d'énergie renouvelable sur des centrales, sur des génératrices diesel. Là, c'est mon temps qui vient de se terminer. Hein? Mais j'arrivais à la fin. C'est juste pour vous dire qu'on a quelques expertises aussi, principalement en intégration climat-froid, micro-réseau. Alors, ça me ferait plaisir de répondre à des questions, discuter avec vous. À l'atelier. De toute façon, je prends les 15 secondes que les autres ont gagnées tout à l'heure. C'est bon. Donc, vous pourrez continuer à discuter lors de l'atelier qui va suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, notre prochain présentateur sera M. Hussein Ibrahim, qui est directeur de l'Institut technologique de maintenance industrielle. Je démarre votre temps. Voilà, c'est parti. Merci. Bonjour tout le monde. Peut-être les gens se demandent qu'est-ce qu'il fait un Institut technologique de maintenance industrielle dans un événement intitulé Connexion et énergie. Ben, vous allez le découvrir à travers ces quelques slides. Donc, qui sommes-nous? On est un centre de recherche basé à Sept-Îles. Rassurez-vous, si on est basé à Sept-Îles, on ne fait pas de travail et de projet qu'à Sept-Îles. On couvre l'ensemble du Québec. Et même on fait de projets à l'international et dans d'autres provinces au Canada. Donc, notre mission consiste à offrir aux entreprises et aux organismes un accompagnement sur mesure dans l'amélioration de leur productivité et de leur compétitivité, et ce, par le développement et l'intégration des solutions intelligentes qui misent sur des technologies de pointe, qui s'expriment bien sûr par des activités de recherche, de transfert de technologie, des connaissances, d'accompagnement sur mesure et d'utilisation des technologies, par exemple, innovantes. On est en CCTT, comme mon ancien collègue Mathieu l'a mentionné tout à l'heure. Ça m'évite en fait à parler trop sur l'accès aux subventions. Donc, c'est là où je gagne de temps pour parler d'autres choses. Merci Mathieu. Donc, prochaine slide. On est une équipe, qui sommes-nous? On est une équipe de R&D multidisciplinaire, hautement qualifiée. On parle de 35 personnes titulaires de PhD de maîtrise, sur lesquelles s'ajoutent quand même 10-15 étudiants collégiaux, maîtrise et doctorat en collaboration avec plusieurs universités. Notre bureau principal est à Sept-Îles, mais on a aussi 2 bureaux dans les régions de Bas-Saint-Laurent et Montréal. Notre spécialité, la seule spécialité qu'on n'a pas, c'est le génie civil, mais on est dans le génie mécanique, génie électrique, génie logiciel, génie électromécanique, énergétique. Donc, nos expertises sont dans la maintenance prédictive, fiabilité, Internet des objets, intelligence artificielle, transformation numérique, efficacité énergétique et système énergétique et réseau intelligent. Prochaine slide. Partenariat, on a un grand réseau de partenariats. On fait partie de plusieurs réseaux comme les RQI, les RQM, les INQ, Synchronex. On travaille beaucoup avec plusieurs universités dans les TS, UQAR, UQAC, UQTR, avec des universités en France ou avec des universités au Liban. On a un large réseau aussi de partenaires industriels, ce qui fait aussi notre force parce qu'on travaille avec des PME qu'on peut mettre en contact avec des grands donneurs d'ordre. Comme opportunité de collaboration, je ne veux pas trop entrer en détail parce qu'on pourra en parler tout à l'heure dans la salle, mais on peut mener beaucoup de projets liés à la supervision et suivi à distance de performance d'état de santé des systèmes industriels et énergétiques et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système énergétique. Prochaine slide, s'il vous plaît.
Infrastructure de recherche, rapidement, on a des simulateurs de train pour tout ce qui est sécurité, efficacité énergétique, exploitation et maintenance ferroviaire, des unités énergétiques mobiles aussi, multisources et connectées, un émulateur en temps réel de réseaux intelligents, un laboratoire de conception et prototypage, un supercalculateur. Prochaine slide. Des cellules robotisées, des drones aériens et sous-marins, camions d'inspection 3D des voies ferrées, laboratoire de conception des systèmes embarqués, des objets connectés, des bancs d'essai spécialisés pour la maintenance prédictive. Il ne faut pas oublier que même si on travaille, vous travaillez dans le domaine énergétique, vous serez appelé à utiliser des équipements, des machines et des appareils qui nécessitent toujours une supervision, des suivis d'état de santé et des maintenances, et on est là. Un projet TP, c'est un projet qui a été réalisé avec une entreprise basée à Rimouski qui s'appelle ATI, qui a fabriqué une unité multisource énergétique mobile dédiée pour les sites isolés. Bien sûr, quand on déploie ce type d'unités à des milliers de kilomètres de leur bureau, ils ont besoin en fait de développer d'une solution innovante de maintenance à distance. Donc, le projet consistait à développer une plateforme intelligente de supervision et de maintenance prédictive. Ça se traduit avec une bonne plateforme, avec une solution de e-maintenance basée sur la réalité virtuelle, avec une meilleure gestion aussi de l'énergie et avec une réduction de coûts et d'opération du produit et bien sûr une augmentation de la compétitivité de l'entreprise. C'est un exemple type de projet qu'on réalise avec nos partenaires. Et grâce à Mathieu, je gagne 10 secondes que je donne aux prochaines conférences. Merci. Merci beaucoup. Donc, il va se mettre à y avoir un trafic de temps. Donc, c'est bon. On va continuer avec M. Jocelyn Millette, qui est directeur général de Canmet Énergie à Varennes. Donc, je démarre votre temps. Merci beaucoup. Prochaine slide, merci. Nous sommes un laboratoire de recherche fédéral, donc on est beaucoup à tout ce qui est meilleur choix d'investissement, par exemple, meilleure politique. Les travaux que l'on fait, c'est pour guider le gouvernement canadien dans ses choix. Je vous envoie dans le chat aussi pour tout ce qui est le carrefour de la croissance propre, qui peut être intéressant pour des besoins de subvention, de financement. Donc, ça fait un résumé de ce qui est dans la croissance propre. Prochaine slide. Donc, on relève du ministre des Ressources naturelles. Et donc, il y a 3 laboratoires de recherche, donc un à Ottawa, un à Varennes et un à Hamilton. Donc, c'est à peu près 500 personnels scientifiques, donc à nous 3. Prochaine slide. Varennes, spécifiquement, c'est 160 employés, 11 projets majeurs de R&D, 2 usines pilotes. On va voir un peu plus ce que ça dit. Prochaine slide. Ça, c'est l'équipe. Donc, probablement, on a des collaborations. On voit souvent des gens, je parlais avec des gens. Donc, les différents directeurs et les collaborations qu'on a avec, par exemple, François Bouffard, Energica. Vous allez voir des gens que vous connaissez sur cette photo. Prochaine diapo. Du côté, 3 groupes majeurs, industrie, donc tout ce qui est procédés éco-efficaces, optimisation des procédés industriels. On donne de la formation, il y a des outils d'intelligence artificielle. On est là pour l'industrie canadienne. Intégration des énergies renouvelables, on en a parlé beaucoup. Comment on intègre les énergies renouvelables dans le réseau, soit au niveau du réseau principal ou au niveau des réseaux isolés. Donc, on voit les réseaux principaux qui se décarbonisent au Canada. Plus de 80% de l'énergie est décarbonée dans les réseaux. Au Québec, c'est plus que ça, mais on s'en vient bien. Mais comment on intègre plus de renouvelables dans ces réseaux-là? Donc, c'est le type de travail que l'on fait. Tout ce qui est réseau intelligent, micro-réseau. La slide d'avant, donc du côté bâtiment, peut-être revenez d'une slide. Côté bâtiment, ça donne beaucoup les systèmes de chauffage, les thermopompes, l'exploitation, l'efficacité dans les bâtiments. Donc, on est beaucoup là-dedans. Prochaine slide. Le logiciel RedScreen qui permet de faire des études de préfaisabilité pour l'intégration, par exemple, d'énergie renouvelable, de mesures d'efficacité. On a aussi beaucoup d'activités dans les systèmes énergétiques pour les infrastructures du Nord, donc tout ce qui est avec la défense,
les régions éloignées, vous l'avez mentionné, la réduction de carburant fossile dans les réseaux non reliés. Donc, c'est quelque chose où on est très présent. On fait ça en collaboration avec les gens du milieu. On fait du micro-réseau, par exemple, dans Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est des choses où on fait, par exemple, dans des réseaux reliés, non reliés. Prochaine slide. Donc, on a un groupe de rayonnement scientifique, opération soutien aussi. Prochaine slide. Donc, vraiment un projet typique de ce qu'on a pu faire. Et donc, l'idée, c'est vraiment, par exemple, dans les bâtiments. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les thermopompes, c'est quelque chose qui peut aider à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, en utilisant une électricité qui est de plus en plus propre au Canada. Donc, comment on peut baisser, par exemple, les problèmes de coûts d'investissement très élevés au niveau de la géothermie. Il y avait aussi un morcellement de la capacité de fabrication au Canada. Donc, comment on regroupe ces gens-là qui sont naturellement des compétiteurs et comment on les amène à travailler ensemble, par exemple, en mettant des communautés de pratique, des gens qui vont partager les façons de faire, même en étant compétiteurs, être capables de partager, par exemple, pour des études plus grandes. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des approches systémiques pour transformer le marché. On travaille en partenariat avec une multitude de personnes pour amener nos technologies dans le marché. Prochaine slide. Donc, on travaille, prochaine slide. Donc, c'est vraiment le type de partenaire qu'on a. Ça va de l'universitaire à la petite entreprise, au CCTT. Donc, plusieurs d'entre vous nous connaissent. Donc, on est ouvert à ces collaborations-là et on en fait et on veut en faire encore plus. Donc, ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, notre prochaine présentatrice sera Bruna Rego de Vasconcelos, qui est professeure au département de génie chimique et de génie biotechnologique à l'Université de Sherbrooke. Donc, Madame de Vasconcelos, c'est parti. Merci. Aujourd'hui, je vais présenter un peu vous pouvez passer, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de passer moi-même, mais ça ne marche pas. J'ai parlé un peu de ce qu'on fait au laboratoire ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, notre labo s'appelle Laboratoire de technologie de la biomasse. Je vais donner un peu l'exemple aussi de ce qu'on fait au niveau de production d'électrocarburants, donc avec le Power-to-X, et un peu aussi des infrastructures et expertise. Donc, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Ouais. Donc, notre labo, l'expertise principale est la conversion de carbone, donc valorisation de ce carbone. Nous avons 4 groupes de recherche principaux qui sont liés à cette thématique. Donc, on a deux chaînes de recherche industrielles qui travaillent. L'une, c'est celle à gauche sur le biocombustible et biocommunauté, qui va prendre tout ce qui est biomasse, déchets, etc., et le convertit en biocarburants et bioproduits. On a aussi une chaîne de recherche dédiée aux technologies acéricoles, donc dédiée à aider le monde acéricole à trouver de nouvelles solutions. Nous avons aussi un groupe de recherche sur les électrocarburants, donc qui va traiter tout ce qui est gaz à effet de serre et produits de carburant à plus faible intensité carbone. Et aussi un laboratoire d'analyse qui nous aide à développer tous ces procédés liés à la valorisation de carbone. Donc, on va vraiment de la chaîne de prendre la biomasse initiale à convertir les gaz qui sont issus de l'utilisation de combustibles produits à partir de biomasse et de déchets. Vas-y, s'il vous plaît. Merci. Donc, notre mandat, c'est de soutenir l'industrie. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un partenaire qui vient, j'ai une chaudière pleine de résidus, je ne sais pas quoi faire, je dois payer pour me débarrasser, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, notre but, c'est de trouver une solution à ces problématiques. Donc, on va développer des procédés à l'échelle laboratoire. On va aussi faire la mise à l'échelle. Donc, on va valider les procédés qu'on développe à l'échelle pilote, ce qui va minimiser les risques d'implantation de ces technologies chez les partenaires. On va aussi fournir tout un support analytique qui va être capable d'analyser tout ce qui est gaz solide, liquide qui est issu de ce procédé pour bien comprendre ce qui se passe. Et bien entendu, on est dans un monde universitaire, donc notre but, c'est aussi former du personnel hautement qualifié qui va pouvoir par la suite aller dans le marché et contribuer à l'implantation des technologies qui ont été développées. Donc, c'est aussi une façon d'une école pour les partenaires parce qu'on forme leur personnel. Nous avons aussi plusieurs... vous pouvez revenir de l'équipe, s'il vous plaît. Nous avons des équipes qui sont très multidisciplinaires, donc ingénieurs chimistes,
technicien mécanique, analytique, chimie. Donc, c'est vraiment pour fournir une solution complète aux partenaires. Vous pouvez passer. Donc, un exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille avec le Power-to-X, qui l'idée, c'est de prendre le CO2 avec l'électricité renouvelable pour produire des carburants à faible émission carbone, donc à faible intensité carbone, notamment passant par une étape de production d'hydrogène. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est l'approche classique. Je vais parler dans le détail, mais l'idée, c'est de prendre le CO2 qui vient des gaz de combustion, combiné avec un hydrogène produit à partir d'une électricité, d'une électrolyse pour produire des carburants. Donc, il y a plusieurs étapes dans cette approche. Et aujourd'hui, ce qui empêche qu'elle soit utilisée à plus grande échelle, c'est notamment le coût, notamment lié à la production d'hydrogène avec l'électrolyse à cause de CAPEX de l'électrolyseur. Donc, ce qu'on propose, vous pouvez passer s'il vous plaît, c'est de fournir une nouvelle approche qui va baisser considérablement le coût des technologies Power-to-X qu'on développe notamment avec le CNRC. Donc, dans notre cas, on prend les gaz de combustion tels quels et les convertit dans une seule étape en gaz synthèse qui est ensuite converti à carburant qui peut être carburant d'aviation, qui peut être du diesel, de l'essence, carburant destiné au transport maritime, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est d'éliminer la production d'hydrogène, éliminer l'étape de purification qui va aider à baisser considérablement tous ces coûts de CAPEX et OPEX. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, pour ça, on développe tout ça ici au laboratoire. Donc, on a un nouveau bâtiment qui est dédié entièrement à la transition énergétique. Donc, vous pouvez voir aussi à gauche notre laboratoire d'analyse qui va analyser, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est gaz, liquide, solide, issu de procédés. On fait aussi la mise à l'échelle, tout est construit ici sur place par nos étudiants, validé pour minimiser les risques pour nos partenaires. Nous avons aussi, juste de l'autre côté de la rue, le parc solaire de l'Université de Sherbrooke qui a une capacité d'1 MW et que c'est le plus grand parc solaire au Canada dédié à la recherche appliquée. Donc, on fait non seulement le développement de la petite échelle jusqu'à la validation à grande échelle, mais aussi on a la possibilité de travailler sur l'intégration des différentes technologies vertes pour répondre aux problématiques environnementales que nous avons aujourd'hui. Donc, je serai disponible aussi pour les questions plus tard. Merci. Merci beaucoup. Donc, notre prochaine présentatrice sera Anna Tavares, qui est professeure au Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications de l'INRS. Le temps, c'est parti. Votre micro, peut-être? Donc, bonjour à tous et merci à Innové pour me donner cette possibilité de présenter mes travaux de recherche. Donc, la prochaine slide. Donc, je vais commencer par présenter rapidement le Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications de l'INRS. Donc, notre mandat, c'est la formation des étudiants de 2e et 3e cycle par la recherche. Et donc, nous avons à peu près 43 professeurs dans le centre et une moyenne de 200 étudiants de 2e et 3e cycle par année prochain. Et nos axes de recherche sont indiqués ici. Et moi, personnellement, je contribue au secteur énergie durable, sources d'utilisation, nanomatériaux et un peu aussi pour le secteur des biotechnologies. Prochain, s'il vous plaît. Oui, on fait de la formation des étudiants par la recherche, donc on est intéressé aux publications, mais on est aussi conscient de l'importance du transfert de technologies. Et donc, nous avons des partenariats avec plus de 60 compagnies québécoises canadiennes. Nous avons des compagnies qui ont issu de nos activités de recherche et on a aussi un portfolio de brevets émis très intéressant dans les secteurs indiqués ici. Prochain, s'il vous plaît. Pour ce qui est de mes travaux de recherche, donc moi, je suis électrochimiste de formation et je suis intéressée à l'électrochimie pour des applications d'énergie environnementale et en santé, en particulier les piles à combustible et plus récemment les supercapaciteurs. Pour ce qui est d'utilisation de l'énergie, je suis intéressée à l'électrolyse pour l'obtention des produits chimiques à valeur ajoutée et pour le procédé Electron-Fenton pour le traitement des eaux usées. Et pour ce qui est alors des réactions d'intérêt plus spécifiquement parlant, donc je m'intéresse à la réaction de dégagement de l'hydrogène et de l'oxygène, donc on part de l'électrolyse de l'eau, à la réduction de l'oxygène pour les piles à combustible et pour le procédé Electron-Fenton, et aussi à l'exfoliation électrochimique du graphite pour l'obtention des matériaux du type graphène. Prochain, s'il vous plaît. Mon équipe est formée par 6 étudiants doctorats, 2 chercheurs postdoctorants et un associé de recherche.
Et j'ai évidemment plusieurs collaborateurs à l'interne de l'INRS et à l'externe. Le suivant. Donc, comme projet type, j'ai choisi l'exfoliation électrochimique du graphite. Pourquoi? Parce que le graphène et les matériaux dérivés du graphène ont des propriétés très intéressantes et beaucoup de potentiel d'application dans les thèmes que j'ai montrés. Et notre défi, le défi qu'on avait, c'était qu'on avait besoin de préparer des matériaux à base de graphène dans l'ordre des grammes, dans un échelle de temps courte, je parle d'heures, avec une chimie variée et propriétés contrôlées. Donc, la méthode qu'on a choisie, c'était l'exfoliation électrochimique du graphite. Et pourquoi? Prochain. Parce que c'est une méthode très simple. Donc, vous voyez ici dans cette image centrale, on a besoin que d'une électrolyte et 2 électrodes, dont un, c'est une feuille de graphite. Et en appliquant une différence de potentiel entre les 2 électrodes, on va exfolier le graphite pour obtenir les poudres à base de graphène. Donc, on peut varier le temps d'exfoliation, la différence de potentiel entre les 2 électrodes, la température, la distance entre les électrodes et l'électrolyte. Et on va obtenir des matériaux avec des propriétés très différentes, soit des poudres, on peut travailler des poudres ou des films autosupportants. Le prochain, s'il vous plaît. Donc ici, je donne un exemple d'un matériau à base de graphène où on a, en variant le type d'électrolyte, on a varié la quantité de défauts. C'est très important pour les capteurs et la conductivité électrique. Et ce que c'est important à retenir ici, c'est que les matériaux obtenus par cette méthode ont toujours une conductivité très élevée. Prochain, s'il vous plaît. Donc, par exemple, on les utilise, les films autosupportants pour l'électronique portable. Je vous avais ici en image. Prochain. Et le dernier exemple que je vais montrer, c'est la séparabilité de mon groupe. C'est que pour toute notre fin complètement différent, on a été capable de préparer dans un seul step des composites à base de graphène et oxyde de manganèse pour des applications superconducteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la fenêtre de potentiel, c'est de 2 volts, une fenêtre beaucoup plus élevée par rapport à 1,2 volts pour les supercondensateurs qui utilisent les électrolytes liquides. Et donc, notre prochaine étape, c'est aller chercher des fonds d'études de marché. On vient de déposer une demande de subvention, une demande de brevet. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez continuer les discussions en atelier dans quelques minutes. Notre dernier chercheur présentateur sera M. Sébastien Langlois, professeur au département de génie civil et de génie du bâtiment à l'Université de Sherbrooke. C'est parti. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter notre groupe de recherche. Je vais vous présenter un peu le partenariat de recherche qu'on a en particulier avec Hydro-Québec puis RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité en France. Je vous montre, on a plusieurs projets avec eux là, sur différents aspects qui touchent essentiellement la mécanique et la structure de lignes aériennes de transport d'énergie. Je vais vous montrer un peu là-dessus. Le mandat, pour nous, surtout, c'est de développer des méthodes numériques expérimentales avancées pour l'analyse et la conception structurale des lignes aériennes de transport d'énergie. On travaille sur les parties, le pylône en tant que tel, donc la structure, les structures en acier, puis en aluminium aussi. Là, on a de nouveaux projets pour les structures en aluminium. On travaille aussi sur la mécanique des câbles, donc les conducteurs de transport d'énergie pour les lignes à haute tension. Donc, on travaille sur les parties mécaniques de ces câbles-là. L'équipe, moi, je suis chercheur principal. C'est un groupe de recherche, je dois dire, qui remonte là, à 2004. Moi, j'ai repris en 2014 ce groupe-là. On est 6 professeurs-chercheurs, notamment des professeurs à McGill, à l'ETS, bientôt aussi à l'UQAC. 6 à 10 étudiants, même on en a un peu plus en ce moment, des étudiants maîtrise doctorat, 2 ingénieurs de recherche qui sont avec nous. On a accès aussi à des techniciens là, à travers le laboratoire de structure dont je vais parler dans un instant. Notre spécialité, c'est vraiment analyse des structures à treillis en acier, en aluminium, la modélisation numérique de la mécanique et du comportement des conducteurs, notamment des aspects de fatigue dont je vais parler un peu plus. Aussi l'effet du vent sur ce type de structure.
Le partenariat, comme j'ai mentionné, avec Hydro-Québec, un partenariat de longue date avec Hydro-Québec et aussi avec RTE. Il y a d'autres partenaires aussi qui s'ajoutent, qui s'en viennent, notamment Rio Tinto Alcan, avec qui on va travailler dans sous peu. Sinon, ben, je mentionne, on fait partie d'un réseau là, de chercheurs en structure au Québec qui est le CIS. On travaille aussi également avec ALU-Québec. On peut passer. Projet type, on a plusieurs projets. En fait, on couvre assez large sur les différents aspects mécaniques, structuraux des lignes. Un exemple, c'est par exemple le traitement du problème du vieillissement des conducteurs de lignes de transport à cause des phénomènes de fatigue. Les réseaux sont vieillissants, les conducteurs sont en relativement bon état. Par contre, on doit être capable de planifier les investissements à venir sur le réseau, qui est un aspect majeur à considérer. Les phénomènes sont très complexes. Donc, on travaille de façon très proche avec nos partenaires chez Hydro-Québec, à l'IREC, mais aussi dans les différentes unités d'Hydro-Québec, puis de RTE pour y participer à la co-direction d'étudiants. On partage des données d'essai, on a des comités réguliers pour discuter avec eux. Je vous montre un peu rapidement, c'est ça, ce qu'on a fait notamment, c'est développer des méthodes numériques pour représenter de façon détaillée le comportement du conducteur, donc avec chacun des fils, puis les zones de contact entre ces fils-là, et le comportement de la pince d'attache, ça c'est lié à l'isolateur qui est lié au pylône. Donc, on va représenter de façon très détaillée ce comportement-là, de façon numérique, pour aller chercher des sollicitations complexes en fatigue dans cette zone-là, qui sont les endroits critiques. Puis ensuite, on va aller au labo sur un fil isolé. On va reproduire ces conditions de contact-là, ces sollicitations-là, au labo pour faire des essais de fatigue. C'est des choses c'est des méthodes qu'on développe qui sont en cours de développement là, et qui fonctionnent très bien pour nous. On peut poursuivre. L'équipement, la première chose, c'est qu'on participe de façon très active là, à la plateforme des laboratoires de structure de l'Université de Sherbrooke. C'est un des plus gros labos en structure au Canada. Là, on est dans les grosses dimensions. Donc, on a les murs on voit l'image du centre, des murs de réaction de 12 mètres de haut. On a une presse de 12 méganewtons de capacité. Donc, c'est vraiment dans le très gros. On est capable de faire des essais de très grosses pièces, mais aussi, on est capable de faire du plus petit, comme les essais de fatigue dont j'ai parlé tout à l'heure. On a également accès à une soufflerie à l'Université de Sherbrooke. Les possibilités de maillage, c'est tous ces sujets-là que j'ai évoqués, la dynamique, vieillissement des câbles, analyse, conception structure conception structure en acier et en aluminium. Merci. Merci. Merci tout le monde. Parcours sans faute pour nos 7, 11, 12, 13, 15 présentateurs. On est pile à temps. Bravo. Tour de force tout le monde. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris qu'on va fonctionner de la même manière qu'à notre première séquence. Donc, au retour de la pause, il y aura 7 ateliers d'ouvert, un pour chacune des présentations qu'on vient d'avoir. Si vous souhaitez proposer d'autres discussions, faites-le dans la fenêtre de conversation pendant la pause. Et puis, je vais vous mettre, en partant en pause, le lien vers notre petit formulaire d'évaluation. Je sais qu'il y en a qui doivent quitter pendant la pause, donc vous pourrez nous faire part de vos manifestations d'intérêt et appréciation. Je vous redonnerai le lien à la fin et vous l'aurez par courriel aussi. Pas de stress là-dessus, mais je vous le donne tout de suite. Donc, pendant la pause, si vous avez des suggestions de discussion, n'hésitez pas à les faire. Je vous ouvrirai une salle. Il est 11h11, donc on revient à 11h21. 21. Bonne pause tout le monde.
J'ai eu un petit souci avec ma prise de notes. Il y avait un intervenant dont je n'ai pas noté le nom et je suis vraiment embêtée avec ça. Ah, donc si quelqu'un a l'impression qu'il était dans le groupe de Shiraz et qu'il n'a pas été noté, vous peut-être que c'était la personne qui avait parlé des TRL. Des TRL. Donc, vous pouvez écrire votre nom dans la fenêtre de clavardage, comme ça, Shiraz pourra le noter au formulaire. Voilà, avec M. Miette. Super, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez eu des conversations fructueuses pour cette deuxième ronde d'atelier. Je vous invite à partager encore une fois dans la fenêtre de clavardage si vous avez eu des rencontres, des collisions intéressantes, des moments de sérendipité. C'est toujours agréable de vous lire et je crois que ça doit intéresser pas mal tout le monde de lire ce qui s'est passé et si vous avez eu des éclairs de génie pendant vos ateliers. Avant de passer la parole à... Oui, je suis en train de... Oui? D'accord. Donc, avant de passer la parole à André et à Loïc pour le mot de la fin, je vous rappelle que Jean-Sébastien va partager dans la fenêtre de clavardage le lien vers le formulaire d'évaluation de l'événement que vous allez aussi recevoir par la suite, donc l'évaluation puis manifestation d'intérêt. Alors, Jean-Sébastien vient de le mettre. Merci beaucoup en mon nom et au nom de Jean-Sébastien pour d'avoir joué le jeu. Et merci à tous les présentateurs d'avoir subi sans broncher la tyrannie du chronomètre. Je ne sais pas si c'est à André ou à Loïc que je cède la parole en premier. Ah, André, alors. Je vais prendre la balle au bon. Écoutez, rebonjour tout le monde. On est rendu à la fin de cette belle demi-journée. Puis je me suis promené beaucoup au cours de cet événement-là. J'avais du cardio un peu à faire, donc je me suis promené de salle en salle en essayant de suivre le chronomètre aussi, puis les discussions. Et puis, voici les mots que j'ai retenus. Si j'avais à résumer la rencontre de ce matin, ce que je note, c'est dynamisme, intérêt, volonté de partager, de travailler ensemble, amusant et efficace. Ces 5 mots, quand on les mélange, qui font en sorte que l'événement, pour moi, c'est un grand succès. En une demi-journée, on a eu accès à plus de 100 personnes issues de milliers de la recherche et de l'industrie. On a recueilli de l'information, on a tissé des liens stratégiques, ce qui souvent, vous le savez tous, prend des mois. Je suis donc très confiant que la suite de cet événement va être utile à vos entités respectives et à l'économie québécoise. Nous vous enverrons très prochainement un questionnaire. On comprend que c'est la première étape de d'autres étapes aussi qui vont suivre. Donc, on va vous envoyer un questionnaire, on va faire ressortir les grandes lignes d'événements, on va poser des actions, on va déterminer un plan d'action suite aux renseignements qu'on va avoir obtenus aujourd'hui afin de répondre à vos besoins en matière d'innovation collaborative. Je termine en disant un grand merci à Loïc et Stéphanie du RQEI, nos partenaires, à Hélène Filion de chez Innové, mes autres collègues Yann et Charles qui ont pris des notes. Bien sûr, Jean-Sébastien, Marie-Jules, quel beau travail d'animation, de synchronisation. Ça a été amusant et de passer des heures avec vous. J'aurais même continué, donc c'est bon signe. Un grand merci aussi au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui cet événement n'aurait pas été rendu possible. Et pour terminer, je remercie l'ensemble des participants qui ont joué le jeu, comme disait Marie-Jules, et qui ont démontré un intérêt envers la recherche collaborative. Date importante, je termine là-dessus, à mettre à votre calendrier. Webinaire le 9 mars à 9 h sur nos programmes de subvention. On a une clôture d'appel à projet PSO et intelligence artificielle le 15 avril. Et on a une clôture d'appel à projet à InnovéR pour InnovéR, le programme de financement qui touche les impacts GES, le 15 octobre. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Hélène, avec moi, avec les gens d'Innover. Et encore une fois, un grand merci à tout le monde. C'est un succès. Je suis bien heureux. Donc, je passe la balle au bon à Loïc, probablement, pour terminer. Merci André. De mon côté, j'ai été happé par mon côté chercheur et
je ne me suis pas beaucoup promené de salle en salle parce que à chaque fois, j'ai été dans des salles où il se passait des choses intéressantes et où j'ai pris part aux discussions. Moi, tout d'abord, je dois dire que j'ai aussi ce côté ingénieur et je suis quand même scié par le côté technique de la chose. On a passé une matinée à 100 ensemble en vidéoconférence et puis techniquement, c'est quand même formidable ce qu'on arrive à faire. Parce que d'un côté, on serait bien content d'être dans la même salle et de vous voir en vrai, mais d'un autre, il y a eu des gens de partout au Québec, ce qui n'aurait sûrement pas été possible s'il avait fallu se déplacer. Il faut quand même voir le bon côté des choses. Ensuite, je voudrais revenir sur cette idée de sérendipité dont on a parlé beaucoup depuis le début et peut-être dire quand même ce que c'est pas la sérendipité. C'est surtout pas se dire que on trouve des choses complètement par hasard. Nous, on le voit beaucoup en recherche et en enseignement. Si vous mettez 10 étudiants dans un lab et que vous attendez qu'il se passe quelque chose, vous allez pouvoir attendre longtemps. Il faut mettre en place des choses pour provoquer cette sérendipité. Et finalement, ce matin, c'était pareil. Si on vous avait simplement mis dans une grande rencontre Zoom, il ne serait certainement pas passé grand-chose. Et donc, ici, on va avoir des retombées et il va se passer des choses. C'est parce que les gens qui ont préparé cet événement ont mis en place un beau programme, ont mis les bonnes personnes autour de la table pour qu'il se passe des choses et que cette fameuse sérendipité ait lieu. Et donc là-dessus, moi, je voudrais en profiter vraiment pour remercier Hélène Fillon, Stéphanie Simard, donc d'Innover et du RQI, et aussi l'équipe d'En Mode Solutions, Marie-Jules et Jean-Sébastien, parce que encore une fois, c'est parce que l'événement a été bien préparé en amont par ces personnes qu'aujourd'hui, il s'est passé des choses et je pense qu'il y a eu des clics et des déclics qui vont amener à des beaux projets à court ou moyen terme. Ensuite, je voudrais remercier nos preneurs de notes qui ont fait un boulot intéressant et très important pour qu'il y ait des retombées derrière et qu'on puisse en retirer quelque chose dans l'analyse derrière. Et finalement, un grand merci à nos présentateurs qui se sont prêtés donc au jeu du chronomètre et ensuite au jeu des questions-réponses avec les participants. Et aussi un grand merci aux participants parce que finalement, c'est comme ça que va naître ce fameux maillage et que vont naître nos projets derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter tant Innover que le RQI. Nous, on sera content de vous orienter par la suite. Comme le disait André, aussi un grand merci à nos supports financiers, que ce soit le MERN ou le MEI qui rendent tout ça possible. Et merci à tous pour votre participation. Donc, merci. Je vous invite à ouvrir vos micros pour un gros bonjour collectif. On veut une cacophonie de bonjour et de merci et bon dîner. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour tout le monde, vous êtes encore en ligne, j'imagine? Bonjour André, bravo! Merci oui, André, bravo tout le monde! Bravo gang! Ça s'est passé, Marie-Jules! Bravo! Vous allez avoir le droit de fêter ce soir! Oui! De midi! Il nous reste 3 heures d'animation cet après-midi. Ah oui! Dans une heure, là, on va faire ça. Bravo, Marie-Jules, Jean. Ouais, vous êtes très bon. Excellent, je vous remercie. Là. Merci. On se sent vraiment dans le solide. Je vais vous donner les liens tantôt par courriel pour la page de résultats. Là, je vais juste arrêter mon enregistrement.